Res Publica Vox. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans un an auront lieu les élections municipales. L'année 2025 marque ainsi la dernière année du mandat des maires élus en 2020. C'est dans cette perspective que nous avons choisi d'interroger plusieurs maires de communes du Sicoval afin de dresser avec eux un premier bilan de leur mandat. Ces entretiens feront l'objet de plusieurs podcasts, chacun découpé en plusieurs épisodes. Pour le premier épisode de notre podcast Res Publica Vox, nous donnons la parole à Christophe Lubac, maire de Ramonville-Saint-Agne. Avec lui, nous abordons des sujets majeurs tels que l'environnement, la démocratie participative, la fiscalité municipale ou encore l'insécurité. Contraints par le temps, nous n'avons pas pu aborder des sujets qui nous semblent pourtant essentiels tels que la culture, l'accueil des immigrés, la politique sociale ou encore la politique inclusive. Nous espérons bien pouvoir poursuivre cette conversation dans les jours qui viennent avec le maire de Ramonville. Et il va sans dire que Res Publica Vox donnera la parole aux oppositions des maires qui s'exprimeront à notre micro. Christophe Lubac a donc été élu maire pour la première fois en 2008, puis réélu en 2014 et en 2020. Il exerce donc actuellement son troisième mandat à la tête de la ville de Ramonville. Ancien membre du Parti socialiste, il a rejoint le parti fondé par Benoît Hamon, Génération S, et il s'est engagé de longue date déjà en faveur de la transition énergétique. Au cours des 5 dernières années, son équipe municipale a entrepris de nombreux travaux de rénovation des établissements publics. Le mercredi 5 février 2025, Christophe Lubac a même inauguré un vaste chantier de rénovation à l'école Jean Jaurès, un bâtiment des années 70 accueillant 290 élèves. Ce projet d'un coût de 7,7 millions d'euros a été financé entre autres par l'État, la région Occitanie, le conseil départemental de la Haute-Garonne et la CAF. Cette rénovation s'inscrit dans une dynamique plus large, à l'image des travaux menés sur la place Marnac, à la piscine, au dojo et prochainement à la médiathèque. On écoute tout de suite Christophe Lubac. C'est un projet extrêmement important. Groupe scolaire particulier, le plus important de la commune, 289 enfants, avec un parcours en langue des signes française aussi à l'intérieur de cette école, ce qui est une spécificité de cette école, et une orientation au travers des axes de la collectivité humaine, ouverte et responsable, où on travaille aussi sur cette question, notamment de la participation citoyenne. Le projet qu'on va mener va nous permettre de réduire plus de 60% les consommations énergétiques de ce bâtiment des années 70, très ancien, en faisant appel à plusieurs techniques sur la question de la production d'énergie, la géothermie d'une part, et une centrale photovoltaïque, un effort très important sur le bâtiment en lui-même et la façon dont on le rénove, avec à l'appui de notre plan local d'urbanisme qui va au-delà même de la réglementation thermique qui est demandée au niveau national, dans la lignée en fait d'un PLU à énergie positive que nous avons mis en place en 2019. Et puis un gros travail fait aussi sur, puisqu'on est en plein centre-ville, sur la nature en ville, la végétalisation de la cour d'école, qui font partie de ces priorités où on a travaillé et sur l'énergie et sur le bâtiment, sur la sobriété énergétique, c'est-à-dire on essaye de consommer moins d'énergie, et en même temps sur la végétalisation des espaces publics. Vous évoquiez le plan local d'urbanisme que vous aviez fait voter. Il intégrait le coefficient de biotope de surface, qui est une approche presque similaire à la Lausanne, si je veux faire vers court. Est-ce que cela signifie que Ramonville s'engage à construire un petit peu moins? C'est pas une question de construire moins, c'est pas non plus une question de construire plus, c'est une question de construire différemment. Le coefficient de biotope de surface, vous avez bien fait de le rappeler, est une anticipation de ce qu'est la Lausanne. Et si vous regardez la Lausanne, en fait, nos territoires, les territoires déjà urbains, devraient être encore plus urbanisés, puisque le principe de la Lausanne, c'est d'aller préserver les surfaces agricoles en périphérie pour éviter l'étalement urbain et renforcer la densification urbaine sur les secteurs qui sont déjà construits. Donc si vous prenez la Lausanne dans son acception la plus large, on devrait avoir un territoire qui s'urbanise mais qui se renforce encore plus.
Nous, notre logique, elle a été de dire, on va appliquer, parce que la Loiseau n'était même pas évoquée, hein, elle était un peu évoquée, mais elle n'était pas sur le métier, de construire différemment, c'est-à-dire qu'on va demander à tout, et notamment à la promotion immobilière, en premier lieu, hein, c'est avec eux qu'on travaille, de restituer un coefficient supérieur de l'imperméabilisation du sol qu'ils vont mettre en œuvre. Alors, ça peut être des choses très simples. Par exemple, je décide de faire des places de parking en aérien et pas en sous-sol. En aérien, je vais consommer encore plus de foncier. Eh ben, je vais faire des parkings qui sont perméables. Je vais traiter mes clôtures pas avec des murs bahus comme on le faisait anciennement dans les années 70 et mettre un grillage dessus. Je vais le traiter avec des haies, et notamment pour préserver la biodiversité. Je vais insister sur le fait de planter des arbres et pas de planter des petits arbustes, de planter des arbres de auger, voire des arbres fruitiers, voire de proposer aussi des jardins partagés qui sont une bonification, de végétaliser mes murs, mes toits, etc., etc. Donc en fait, le coefficient de biotope de surface, il a cette vocation en fait à allier un urbanisme intelligent dans une logique de protection de la biodiversité ou voire de son développement, parce qu'il y a des espaces sur lesquels en fait on va être dans du développement ou la continuité écologique. Alors vous avez engagé aussi un certain nombre d'actions autour de la démocratie participative. Vous avez notamment mis en place le budget participatif. Cette année, il est doté de 300 000 euros. Ce sont des projets portés par des Ramonvillois qui peuvent être financés donc par la municipalité. Vous avez également instauré des assemblées citoyennes, des conseils de quartier, des conseils de jeunes, ainsi que des dialogues citoyens avec des représentants de la municipalité. Quel bilan tirez-vous de ces dispositifs et qu'apporte-t-il concrètement à la gestion de la ville? Alors, là aussi, hein, c'est une volonté politique que l'on porte depuis de nombreuses années. Et au fur et à mesure du temps, nous avons élargi nos dispositifs. On a commencé avec les conseils de quartier. On a continué avec les budgets participatifs. On a approfondi avec l'Assemblée citoyenne et le groupe citoyen pour le climat. Et on a même demandé à cette Assemblée citoyenne de travailler à la question du droit de pétition ou du référendum d'initiative locale pour améliorer les outils de démocratie participative. D'accord, oui, parce que parfois on peut regretter que ces budgets participatifs ou cette façon de faire de la participation est un petit peu gadget entre guillemets, parce que les gens ont aussi envie de s'exprimer sur des sujets importants, peut-être par voie référendaire, et puis ce sont également des dispositifs qui peuvent écarter une partie de la population qui n'est pas habituée, qui est peut-être qui n'a pas de temps à consacrer évidemment à la question politique, et on voit que c'est des dispositifs souvent qui sont que c'est plutôt la population la plus éduquée, la plus investie, la plus militante parfois, qui s'empare de ces dispositifs-là. Je suis d'accord avec vous sur les budgets participatifs. L'ouverture des budgets participatifs tels qu'on l'a voulu fait que c'est très simple. Vous n'avez pas besoin d'être éduqué, comme vous le dites, d'avoir pensé une réflexion globale sur la ville pour pouvoir faire une proposition de budget participatif. Vous avez une idée, vous l'écrivez, elle est étudiée par les services, elle est mise aux voix des citoyens, elle est mise en œuvre par la collectivité. Si elle est approuvée, c'est un fonctionnement qui est très simple. Et ensuite, pour essayer d'éviter, effectivement, parce que dans les conseils de quartier, ça, on l'a assez vu, il y avait une forme de cooptation, on retrouvait un peu toujours les mêmes, etc., etc. Et c'était effectivement des gens un peu militants. Et puis c'est souvent, j'allais dire, capté parfois pour des intentions qui sont plutôt d'être contre la collectivité plutôt que de travailler avec la collectivité, même si c'est quand même plutôt rare maintenant. Et il n'en reste pas moins qu'on s'est posé la question de savoir qu'au moment de la création de l'Assemblée citoyenne, comment est-ce qu'on allait pouvoir s'assurer de ne pas tomber dans cet écueil-là. Eh bien, ça a été très simple, comme avec le groupe citoyen pour le climat, tirage au sort intégral de l'ensemble des membres sur liste électorale. C'est-à-dire que on a tiré au sort avec des critères qui sont ceux de l'âge, de la répartition femmes-hommes, de la répartition par quartier, et on a tiré au sort, on a dit aux gens, voilà, on vous a tiré au sort, est-ce que ça vous intéresse de participer? Et là, on a tout le prisme des Ramonvillois, ceux qui n'étaient pas forcément intéressés mais qui ont envie de s'y investir, ceux qui étaient parfois militants et qui se disent tiens, ça peut être une occasion supplémentaire. Donc on a vraiment une diversité plus importante de représentation. Et donc moi je plaide vraiment maintenant pour que l'ensemble de nos dispositifs soient sur cette idée de tirage au sort intégral. Ça évite tous les écueils que j'ai pu évoquer.
Christophe Lubac a fait partie début 2025 des 110 maires de la Haute-Garonne à s'être mobilisés contre les mesures prévues dans le projet de loi de finances porté par Michel Barnier. Il dénonçait les conséquences potentiellement catastrophiques des coupes budgétaires envisagées. Il faut dire que les maires ont dû faire face cette année à l'inflation, mais aussi à une hausse de leur masse salariale en raison du dégel du point d'indice des fonctionnaires. La mairie de Ramonville a aussi contracté un emprunt de 3 millions d'euros. Elle a voté des augmentations d'impôts et a choisi la vente de biens municipaux. On en discute avec Christophe Lubac. En matière de fiscalité et de finances, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais il faudrait y revenir parce que comme à Castanet, les impôts fonciers ont fortement augmenté à Ramonville. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons de cette augmentation des impôts? Et n'est-ce pas l'aspect le plus négatif en fait de votre mandat dans un contexte où le pouvoir d'achat des Français diminue fortement et où évidemment l'État va aller chercher à réduire ses dépenses et pourrait solliciter davantage les citoyens, évidemment les entreprises, mais aussi les collectivités, et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que finalement les finances de la mairie de Ramonville sont suffisamment fortes et stables pour pouvoir affronter l'avenir et ce qui se prépare? Affronter l'avenir, oui, à la différence de l'État, nous, on se désendette. Notre endettement à la fin de l'année 2024 est de 2,2 années, ce qui va nous permettre de pouvoir assumer et assurer l'ensemble des investissements. Quand on investit 7,7 millions d'euros sur la rénovation du groupe scolaire Jean Jaurès pour la bifurcation écologique, il nous faut avoir les marges de manœuvre pour pouvoir investir. Ce que vous dites sur la question de la fiscalité, il faut le remettre pas d'éléments négatifs. La fiscalité, elle permet de financer nos services publics. Et effectivement, à Ramonville, nous faisons le choix d'avoir un panel de services publics en direction de nos concitoyens qui est extrêmement large et de qualité. Et si vous voulez maintenir ce service public de qualité et large, c'est-à-dire qui s'adresse à tout le monde, vous devez pouvoir, et ça il faut l'expliquer à nos concitoyens, avoir la fiscalité qui est le dernier élément en fait qui reste aux collectivités locales, municipales en l'occurrence, pour pouvoir les financer. Donc la difficulté, elle vient pas de l'augmentation de la fiscalité, elle vient de la compréhension à quoi sert la fiscalité et du lien au territoire. Et ça, moi, c'est le grand regret que j'ai, que ce soit depuis Sarkozy en passant par Hollande et par Macron maintenant, c'est qu'on a défait ce lien entre la fiscalité locale et nos concitoyens, à tel point d'ailleurs, et c'est un débat, moi je serais intéressé de voir comment ça va se passer dans les mois à venir, y compris à droite, où maintenant on a des associations d'élus locales qui plaident pour le retour à une fiscalité locale plus juste pour l'ensemble des collectivités territoriales, mairies, départements, régions. Parce qu'actuellement, les départements et les régions n'ont plus de fiscalité et les mairies ont une assise de fiscalité qui est totalement inégalitaire, c'est-à-dire qui est seulement portée par le foncier, ce qui veut dire qu'à Ramonville, où j'ai 60% des personnes qui sont dans du locatif, qu'ils soient locatif privé ou locatif public, j'ai 40% des propriétaires fonciers qui payent la fiscalité pour des services pour l'ensemble de la population, ce qui est une vraie inégalité entre ceux qui sont locataires et ceux qui sont propriétaires sur notre territoire. Et maintenant, toutes les associations d'élus, gauche et droite confondues, je vous invite à le vérifier, plaident pour un retour à la fiscalité locale qui soit égalitaire et juste. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de pouvoir financer nos services publics. En fait, je vais vous dire une chose. Quand vous expliquez à nos concitoyens à quoi servent leurs impôts, ils sont dans la compréhension. Financer l'école de mes enfants, la rénovation de l'école de mes enfants, le repas à midi de mes enfants qui est un repas de qualité avec 50% de produits bio, circuits courts, avec une vraie qualité alimentaire et un vrai travail de fait, la coéducation, quand ça permet de financer les associations sportives, le foyer résidence pour personnes âgées et rénover les appartements, quand ça permet de financer les équipements culturels pour leur rénovation et accueillir à la médiathèque, au centre culturel, nos concitoyens dans de meilleures conditions, ça s'explique et ça se comprend. Et en fait, ceux qui plaident pour une baisse de la fiscalité parce qu'ils pensent que c'est surfer, j'allais dire, sur des éléments politiques qui peuvent être porteurs. Ce qu'il faut dire derrière, et je pense que c'est la question que vous devez leur poser, c'est quel service public vous abandonnez. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous voulez, le service public étant fait par des ressources humaines, c'est-à-dire par la masse salariale des agents de la collectivité, moi c'est 63%, pardon, qui est tenu par le budget et de la masse salariale.
Si je dis je dois réduire ma fiscalité, je réduis de fait la masse salariale. C'est pas en soi un problème, c'est possible. Mais il faut dire qu'est-ce qu'on supprime. Et quand vous posez cette question-là, ben là, il n'y a plus personne. Je pense que votre rôle est aussi, et notre rôle en politique et publique, c'est d'arriver à faire comprendre que la fiscalité n'est pas un levier que l'on utilise pour pouvoir se faire plaisir, mais pour pouvoir financer les services publics, parce que c'est le bien de ceux qui n'ont rien, les services publics. Et pour terminer, ça ne veut pas dire que derrière, vous faites pas d'efforts. On a 2,5 millions d'euros d'économies qui ont été engagés sur les 3 dernières années sur notre collectivité. Donc l'un et l'autre vous permet de maintenir le service public de qualité, financé par de la fiscalité qui reste. Alors c'est pas le seul, mais le principal moyen de financement des collectivités au niveau municipal. De 2016 à 2023, l'insécurité a connu une hausse de 21,4% à Ramonville-Saint-Agne. Les chiffres du ministère de l'Intérieur indiquent qu'en 2023, Ramonville-Saint-Agne a recensé un total de 960 crimes et délits pour une population de 14 949 habitants. Des chiffres contestés par Christophe Lubac. Peu importe, puisque l'insécurité est une variable qu'il est parfois difficile à quantifier et qui dépend de la mobilisation des forces de l'ordre, du nombre de plaintes que les victimes déposent ou pas d'ailleurs. J'en passe. En tout cas, il est de la compétence du maire de prendre et de faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre. Nous en discutons avec Christophe Lubac. Alors j'aurais beaucoup d'autres questions à vous poser. Sans doute on refera une interview parce que on dispose d'un temps beaucoup trop court. Je vous l'avais évoqué tout à l'heure, l'opposition. L'opposition, elle vous a interpellé il y a de cela quelques mois autour de la vidéosurveillance. Vous semblez être assez hostile à un dispositif de vidéosurveillance. Il faut quand même préciser que Ramonville a connu une augmentation de l'insécurité. C'est 21,4% des actes recensés en 5 ans. On a vu également du côté de l'écoquartier de Buchens une intervention de la police dans le cadre d'une intervention autour des stupéfiants. Quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre si jamais vous vous représentez? Et est-ce que là aussi, ce n'est pas une tache noire, entre guillemets, de votre mandat? Écoutez, je ne sais pas de qui vous tenez ces informations, mais il faudra peut-être que vous ayez des informations qui soient plus précises. Sur la question de la vidéosurveillance, totalement faux de dire qu'il y a une appréhension ou une opposition particulière de moi-même ou de la mairie. J'en veux pour preuve, quand j'étais président du Centre intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance au Sicoval, j'ai lancé le projet de déploiement de vidéo-résolution sur la Beige, Escalquens et le parc technologique du Canal. Oui, c'est souvent sur des parcs technologiques ou sur des AC ou des choses comme ça. Ça vient d'être financé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être dans la réalité de ce qui se passe, c'est-à-dire dire merci au poste, c'est pas vrai, je l'ai porté au niveau de l'intercommunalité et 3 communes vont les développer, notamment parce que je l'ai porté. Donc la question n'est pas là. Pourquoi est-ce qu'on a ciblé les zones économiques? Parce que c'est des zones où on en avait le plus besoin dans ce qu'on appelle la résolution. En fait, ce que l'on vend à nos concitoyens sur la question de la vidéoprotection est une grande gageure dans laquelle il faut revenir à la réalité des choses. C'est-à-dire que si vous voulez le faire de manière correcte et efficace, vous devez avoir un système de vidéoprotection. Et il faudra expliquer comment on le finance, si on revient à la question des financements. Comment on le finance, parce qu'il n'y a plus d'aide des fonds du CSPD, du FIPD, là-dessus. Premièrement. Deuxièmement, si vous voulez avoir quelque chose d'efficace, il faut que vous ayez 2 choses en parallèle, c'est-à-dire des personnes qui sont en permanence derrière les caméras pour pouvoir visionner les images, et vous devez avoir en permanence des équipes sur roue présentes sur votre territoire. Et ça, en termes humains, c'est extrêmement coûteux. Mais c'est non seulement extrêmement coûteux, mais je vous mets au défi de me trouver une ville qui a son propre système de vidéosurveillance avec des équipes sur roue 24/24. Même à la ville de Toulouse, ça n'existe pas. Si vous voulez vraiment dire à nos concitoyens, on va vous protéger avec la caméra, vous devez avoir ce système-là. Sinon, vous êtes sur un système qui est un système que la gendarmerie demande, et pour les zones économiques, c'est assez intéressant parce qu'ils sont moins présents dans les zones économiques dans leur tournée. Et c'est aussi une stratégie, j'y reviendrai, que l'on a avec eux, tout simplement de pouvoir s'assurer d'être sur une efficacité immédiate. Et ça a un coût qu'une ville comme Ramonville ne sait pas assumer.
On fait croire aux gens que si vous avez quelqu'un qui, je sais pas moi, casse votre voiture, que c'est filmé, il va y avoir tout de suite une résolution grâce à la vidéo. Mais c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'en fait, il va y avoir les gendarmes qui vont solliciter le procureur de la République pour demander de pouvoir consulter ces vidéos. Le procureur va accepter ou pas et instruire éventuellement derrière. Très objectivement, le procureur de la République ne va pas faire une réquisition parce que quelqu'un a cassé, c'est malheureux hein, peut-être, a cassé la vitre. Et donc, en fait, il faut dire la vérité à nos concitoyens sur la question de la vidéo-résolution et ne pas leur vendre quelque chose qui n'existe pas formellement. Et ensuite, sur la question des chiffres de la délinquance, pardonnez-moi, mais je pense que vous vous êtes trompé. Il suffit tout simplement de reprendre les derniers chiffres de la gendarmerie, chiffres officiels ou ceux de Ressources et Territoires. Ramonville, son taux de criminalité entre 2008 et 2024, son taux de criminalité n'a pas augmenté alors que la population a augmenté de 20%. Ce qui veut dire que la criminalité globale n'a pas augmenté. Après, vous avez des variations. Vous avez des années où il y a plus de cambriolage, plus de vols à la roulotte, plus de violences interpersonnelles. Mais les violences interpersonnelles, attention, il ne faut pas oublier quand même, et c'est très bien, que nous avons un phénomène extrêmement important, c'est celui de la libération de la parole. C'est-à-dire qu'on dit plus, quand on a dans les violences intrafamiliales, on le porte plus en gendarmerie que précédemment. Et moi, j'ai pas de souci à ce que ce chiffre augmente. Non pas, ça veut dire qu'il y a plus de violence, mais ça veut dire qu'elle est plus portée à la connaissance de la gendarmerie quand il s'agit de violence intrafamiliale. Et ça, moi, je m'en félicite. Je préfère que ça soit dit et que ça soit traité judiciairement plutôt que ça soit caché. Mais si vous regardez les chiffres de cambriolage, les chiffres de vol à la roulotte, vous pouvez avoir des variations, c'est très lié. On sort d'une inspection annuelle de gendarmerie où on parlait d'un cas de figure de quelqu'un qui avait beaucoup eu des faits malheureux de cambriolage sur Castanet, Ozeville et Ramonville, et qui faisait les 3 communes à la suite. Une seule personne qui a fait, à elle toute seule, augmenter, voilà, qui a été arrêtée. Mais en dehors de ces phénomènes-là, si vous le prenez, l'évolution globale, le taux de criminalité n'a pas augmenté sur Ramonville. Puis après, vous avez les opérations qui sont faites par la gendarmerie qui permettent de montrer effectivement la présence des forces de sécurité intérieure sur notre territoire. Les résultats, très objectivement, le dernier contrôle qui s'est fait, où il y a à peu près, je crois, 100 ou 200 contrôles qui ont été effectués, on va se retrouver avec quelques grammes de stupéfiants. C'est très bien de les avoir pris, ces quelques grammes. Mais pour autant, l'essentiel, il est plutôt dans le message que l'on envoie. Et moi, je plaide plus pour avoir des effectifs de gendarmerie, rester en zone gendarmerie, avoir plus d'effectifs sur mon territoire, des personnes présentes sur roue 24 heures sur 24 sur mon territoire. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avec les différents généraux de gendarmerie, que d'avoir un dispositif sur lequel on fait croire que les gens sont en sécurité, mais en fait, il n'y a que l'humain qui peut mettre en sécurité nos concitoyens. C'est pour ça que moi, je plaide sur 1, la zone gendarmerie, 2, l'augmentation de nos effectifs. Et c'est pour ça aussi que dans quelques semaines maintenant, on va pouvoir poser la première pierre de la nouvelle caserne de gendarmerie pour leur donner 2 nouveaux outils de travail et qu'ils puissent être dans de bonnes conditions de travail sur Ramonville. Merci beaucoup à Christophe Lubac, maire de Ramonville-Saint-Agne. C'est la fin de ce premier épisode de Respublica Vox. Nous espérons pouvoir poursuivre la conversation avec Christophe Lubac à l'occasion d'un deuxième rendez-vous. En attendant, vous pouvez retrouver notre podcast Respublica Vox sur notre site internet, notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, mais aussi toutes les plateformes de podcast. Je vous laisse avec la suite des programmes de Radio de l'ERS.